Bonsoir. Bonsoir à tous et merci à Philippe Le Guillou de nous avoir rejoints ce soir pour parler de son dernier ouvrage, Brest de brume et de feu, publié aux éditions Gallimard. Un magnifique roman, envoûtant, prenant, qu'on ne peut pas lâcher, véritablement. Merci beaucoup Philippe Le Guillou de vous être déplacé pour nous parler de ce dernier roman. En commençant votre livre, j'ai tout de suite été frappée par d'autres auteurs qui me sont chers, notamment une comme Mona Ozouf, est arrivée très vite à ma mémoire, avec sa composition française, son attachement aussi, beaucoup de similarités avec vous. Dernièrement est publiée Catherine Bréchignac, La force de nos racines, cette grande scientifique qui parle de ses racines bretonnes aussi, et puis comment ne pas penser à Pierre Jacques Éliaz avec Le cheval d'orgueil. Vous inscrivez vraiment dans cette, comme auteur breton, et vraiment l'assumant pleinement avec amour même, vous inscrivez pleinement dans cette filiation. Tout à fait. Compagnonnage en tous les cas. Oui, bonsoir à tous tout d'abord. Je suis très, très heureux de venir ici parler de ce livre ce soir. Effectivement, les noms que vous avez cités, alors peut-être la seule différence, si vous voulez, qu'il y aurait entre ces personnalités tout à fait éminentes et moi, c'est que moi je suis un romancier, tandis que Mona Ozouf est une grande historienne, que vous avez parlé d'une scientifique, Pierre Jacques Elias était un immense conteur, c'est pas véritablement un romancier, tandis que le Brest de brume et de feu est véritablement un roman, c'est-à-dire que je souhaitais raconter une histoire comme je l'ai fait d'innombrables fois, puisque j'ai publié mon premier roman il y a tout juste 40 ans, en 1983, et que là c'était donc un roman qui venait après 40 ans de travail littéraire. Donc on est vraiment dans cet esprit avec ce livre, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé composition française, et d'ailleurs j'avais fait en sorte avec mes amis du jury du prix Bretagne qu'elle soit récompensée par ce prix à cette époque-là. Alors la Bretagne, elle est complètement au centre de ce roman, mais plus encore, c'est Brest. Brest, une ville qu'on apprend à découvrir quand on ne la connaît pas, grâce à vous, et surtout grâce aux racines familiales qui pour vous sont très importantes, ne serait-ce que parce que dans l'histoire de votre famille, vous êtes implanté dans la région brestoise. Et c'est une ville qui est vraiment un personnage romanesque. Vous en faites un personnage totalement romanesque dans ce roman. C'est une ville que je connais depuis l'enfance. Et c'est vrai que moi qui suis né en 1959, si vous voulez, mes grands-parents qui y avaient vécu et qui avaient en particulier connu le premier Brest, le Brest d'avant la guerre, d'avant l'occupation, donc le Brest d'avant la destruction et d'avant la reconstruction, parlaient de cette ville avec des sentiments toujours très mêlés. Et moi qui à l'époque avait des expériences urbaines relativement limitées, c'est-à-dire que lorsque j'allais à Brest, donc la ville reconstruite, là on est au début des années 60, qu'est-ce que je voyais? Des rues rectilignes, un quadrillage un peu bétonné, le vent qui s'engouffrait dans ces rues, des trams, enfin quelque chose qui présentait cette ville véritablement comme faisait de cette ville quelque chose d'assez inhospitalier, je dirais même d'assez hostile, d'assez intimidant. Donc je n'avais pas de goût particulier pour cette ville, et je ne suis pas certain que déjà à cet âge-là, qui a été le cas ensuite, j'ai été séduit par la localisation de la ville, par sa situation. C'est-à-dire que cette ville, si vous voulez, moi j'ai une sorte de passion pour ou les villes nouvelles, ou les villes reconstruite tout en étant par ailleurs extrêmement attaché aux villes anciennes, à l'architecture, etc., à l'architecture classique, ancienne, etc. Mais j'aime particulièrement, je dirais, le Havre et Brest. Le Havre était le théâtre d'un roman que j'ai publié il y a quelques années qui s'intitulait La route de la mer. Et ce sont des villes assez similaires, des villes détruites, des villes reconstruites. Le Havre a eu un plus grand architecte en la personne de Perret que Brest, qui a eu un architecte moins glorieux. Et la grande différence, c'est qu'au Havre, on a l'impression que
la mer va rentrer dans la ville, tandis que Brest descend en pente douce vers la mer. Et c'est plus tard que j'ai goûté cette situation, cette perspective que l'on a de la rue de Siam, de la rue Jean Jaurès qui descend, les phares que l'on aperçoit, Saint-Thad-du-Porzic, etc. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai été séduit par cette puissance, en quelque sorte, d'une ville dont mes grands-parents disaient toujours qu'elle n'aurait jamais dû s'appeler Brest, qu'elle aurait dû changer de nom, puisque la reconstruction, puisque la ville que l'on voyait n'avait strictement rien à voir avec la ville qu'ils avaient connue eux. Oui, vous avez connu la ville reconstruite. Moi, je ne connais que la ville reconstruite. Il y a encore quelques quartiers qui n'ont pas été touchés. Les quartiers, les zones qui ont été touchées par les bombardements, c'est évidemment celles qui étaient les plus proches du port militaire. Et là, il y a eu évidemment des dégâts considérables. Et après, une volonté de tout raser. Ce qui fait d'ailleurs que le tracé des voies, des routes, n'est pas des rues, n'est pas le tracé initial. Il y a un magnifique livre qui avait été publié par les éditions de la Cité il y a une quarantaine d'années, en 1944, justement pour le 40e anniversaire de la Libération, alors qu'on s'apprête à fêter là le 80e. Et dans ce livre, il y a des plans avec des papiers calques, et on a la superposition. On voit à quel point, si vous voulez, la rue de Siam était une rue pittoresque, poétique, sinueuse, et que l'ingénieur Maton, lui, l'urbaniste, a tracé des voies rectilignes, etc. Et ce n'est pas du tout le tracé. Donc il y a aussi, et c'est ça qui finalement, je dirais, au plan littéraire, au plan poétique, au plan romanesque, était extrêmement excitant. Il y a une sorte de ville sous la ville, une sorte de palimpseste en quelque sorte, et c'est ça qui est assez séduisant et même assez fascinant et même presque vertigineux pour un écrivain, de se dire qu'il va pouvoir gratter en quelque sorte ce que j'essaie de faire, et effectivement à travers à la fois la famille mais aussi la réalité de la ville, trouver en quelque sorte le premier Brest, ce Brest caché, ce Brest enfoui. Alors ce Brest caché et enfoui qui ressuscite quand même grâce à vos grands-parents qui ont aimé, notamment Marie, votre grand-mère paternelle, si je me trompe, oui. Qui a aimé habiter Brest, qui est devenue même un peu citadine, elle qui n'était pas brestoise. Oui. Et puis il y a Brest aussi, cette époque-là, c'est aussi les marins, bien sûr, c'est l'Indochine, ce sont ces pays, cet ailleurs qui arrive dans Brest et qui, en fait, crée dans ce roman, effectivement, cette ville des possibles. Oui. Qui, même reconstruite, reste... Tout à fait. Alors, vraiment la ville de la marine. Le roman commence avec mon grand-père maternel qui, lui, entre à l'école des Mousses en 1918, avril 1918, date historique s'il en est. Et je me mets dans ses pas. Je commence le roman avec lui. Il est enfant naturel. Il a eu une enfance plutôt malheureuse. C'est un élève très brillant dans son village natal du Nord Finistère. Il entre donc, il a 16 ans quand il va. Il n'a même pas encore 16 ans quand il entre à l'école des Mousses. Et il va à pied de Sizun à Brest. Et je commence le roman avec lui. Je lui ai déjà rendu hommage dans d'innombrables livres. Il est très présent dans le passage de l'Aulne, dans les marais du Fou, etc. Et là, symboliquement, je voulais commencer le livre en me mettant en quelque sorte dans ses pas. Et donc, c'est avec lui, dans son sillage, en quelque sorte, qu'on entre dans ce Brest des années 20 et 30. Et mon autre grand-père, lui aussi, va y vivre, lui, plutôt dans les années 30. Mon père, un peu plus tard. Donc voilà, c'est ainsi que je peux comme ça explorer Brest à partir de choses qu'ils m'ont dites, puis aussi beaucoup à partir de choses que j'ai lues, parce que vous dites, c'est aussi la ville de la littérature. Il y a évidemment Genet et Querelle de Brest, les admirables textes de Macorlan, et même après, les beaux textes aussi de Rob Grillet, puisque le pape du nouveau roman était né à Brest. Donc je tisse aussi tout cela, toutes ces références littéraires qui sont aussi extrêmement importantes pour moi, parce qu'elles font partie, selon moi, du patrimoine brestois. Alors justement, j'allais y venir, mais avant de venir à la littérature, parce que c'est un grand pan, mais j'avais envie de parler de la transmission, parce que c'est un roman aussi où vous réévoquez avec beaucoup de force, je trouve, déjà parce que l'éducation a une place déjà très forte, ne serait-ce qu'avec Gabriel, qui est un élève très brillant, que ses maîtres aimeraient voir poursuivre dans une carrière de professeur littéraire. Ça, c'est moi qui invente. Oui. Mais
c'est vrai que c'est pour ça que j'évoquais Mona Ozouf ou d'autres qui, on sent que c'est quelque chose de l'ordre, enfin, de très passionnel entre l'éducation, l'institution. L'instituteur breton a une figure à part si vous voulez, entière. oui, dans ce Finistère du début du XXe siècle, et un petit peu avant sans doute encore, et un petit peu après, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais de manière sans doute plus atténuée, il y avait deux figures sacrées, c'était le prêtre et le maître. Le prêtre et l'instituteur, qui étaient vraiment les grandes figures que l'on respectait infiniment. Et donc les professeurs, les instituteurs, parce que c'était le terme qui les dénommait à ce moment-là, étaient véritablement sacrés. Et l'école était une sorte de deuxième église, une sorte de sanctuaire. Et qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs comme issue? Ou alors on restait à la ferme, c'est-à-dire on restait finalement à travailler la terre, et si l'on s'échappait, eh bien, il y avait la marine, plus d'ailleurs la marine que l'armée de terre, et il y avait autrement la fonction publique. Donc voilà, c'est pour ça que si vous voulez, ces perspectives sont aussi, là je fais un peu un travail d'historien, c'est pour ça, parce que le roman est polyphonique et permet de tout faire, et j'essaie de me mettre dans la peau de ces personnages dans ce début du XXe siècle qui effectivement n'ont pas Internet, n'ont pas la télévision, n'ont pas toutes sortes de moyens modernes, mais en même temps, effectivement, ont une fascination pour le savoir, ont un respect infini et une admiration, même je dirais, éperdue pour des maîtres. Alors évidemment, ce sont aussi des personnages, puisque c'est un roman, donc j'ai inventé, il y avait quelques souvenirs de quelques rares confidences qui m'avaient été faites, mais à partir de ces confidences, j'ai rebrodé tout un univers avec effectivement des personnages. Mais oui, la transmission, et puis dans ma propre vie, moi qui ai été très longtemps professeur, il est évident que la transmission est pour moi quelque chose de tout à fait capital. Et avec aussi un très beau personnage de votre roman, c'est Hélène, qui donc est une jeune femme qui est étudiante en lettres, en littérature, qui va faire ses études de lettres à Rennes et qui se pose à un moment donné la question. C'est pour ça que j'insiste sur ce sujet, parce que il y a le parcours, votre parcours de professeur, d'étudiant en lettres, et puis d'Hélène qui à un moment donné se dit, en fait, hésite à enseigner, et dit elle décide d'être professeure, mais elle ne veut pas être prof. Oui, elle disait d'ailleurs, c'était Hélène, et donc un personnage à qui j'ai rendu hommage dans Fleurs de Tempête, dont Fleurs de Tempête, publié en 2008, ça fait maintenant plus de 15 ans, c'est le tombeau en quelque sorte de cette jeune femme morte prématurément, puisqu'elle a été foudroyée par un terrible cancer. Et elle était effectivement très littéraire, c'est-à-dire qu'elle faisait sa maîtrise sur Proust, etc. Mais les réalités de l'enseignement ne la passionnaient pas, si vous voulez. Elle se voyait, oh là là. Et d'ailleurs, elle riait en disant, je serais peut-être un jour. Elle voulait préparer le CELSA, qui est ce centre qui prépare à mon métier de la communication. Et avec amusement, elle disait, de toute façon, je serai attachée de presse chez Olida. Je crois que je cite ça d'ailleurs. Et bon, évidemment, elle n'a pas du tout été attachée de presse chez Olida. Et elle est devenue professeure. Et elle a enseigné d'ailleurs dans le l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais, longtemps après dans une zone difficile de l'Essonne, avant de retrouver Brest, justement, où elle a enseigné les dernières années de sa carrière, et donc, hélas, les dernières années tragiques de sa vie. Et elle avait véritablement cette passion aussi pour l'enseignement qu'elle avait découverte. Si vous voulez, à l'origine, elle aimait la littérature, mais elle n'était pas certaine que finalement le professorat fût quelque chose qui lui convenait. Et elle s'est épanouie aussi dans ce métier, ce qui faisait qu'évidemment les liens qui nous unissaient étaient très forts, étaient très solides, mais cette passion pour l'enseignement que nous partagions ne faisait encore évidemment qu'amplifier ce qui nous unissait. Et l'amour de la littérature, parce que ça, c'est l'ombre. La littérature est à toutes les pages. Les auteurs que vous venez de citer sont extrêmement présents. Ils donnent une incarnation très particulière aussi, quelque chose de très tangible dans ce roman. Et alors, je voulais vous poser une question qui est en fait une question que, en fait, cette lecture que j'ai faite, en fait, on l'a faite à deux voix avec une de mes collègues qui a adoré aussi votre roman. Et donc, je vais demander éventuellement quelle était la question ou une question ou deux qu'elle aurait voulu vous poser. Et donc, pour recontextualiser, Marc Orlan, Genet, oui. Rob Grillet, bien sûr, et puis il y a aussi Julien Gracq qui est très présent. Alors, la question que ma collègue Caroline aimerait vous poser,
On sent Julien Gracq très présent dans votre œuvre en général, mais de manière évidente ici en particulier, tant dans votre style que dans cet ancrage géographique, climatique, qui fait aussi celui du promeneur qu'était Gracq. Comment assumez-vous cet héritage ? Ah, écoutez, je l'assume très joyeusement et dans une fidélité et dans une admiration totale. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit je ne voudrais pas contredire cette lectrice. Et je suis très touché de son analyse qui me semble très, très pertinente, très sensible, très juste. Mais ce n'est pas le plus gracchien, je crois, de mes romans ou de mes récits. En revanche, là où elle a tout à fait raison, c'est qu'elle doit penser au travail, au livre de Gracq sur Nantes, La forme d'une ville. Et je m'inscris dans cette tradition finalement de la forme d'une ville, mis à part que La forme d'une ville chez Gracq est un texte poétique, de souvenirs, mais n'est pas un roman, puisque Gracq renonce très vite au roman. J'assume, si vous voulez, et je dirais que j'assume d'autant plus que moi j'ai découvert Gracq quand j'étais élève de première, donc ça commence à faire un petit nombre d'années. Je l'ai lu, je lui ai écrit, j'ai pensé faire un mémoire de maîtrise sur lui. Il m'avait dit que c'était pas du tout utile, qu'il y avait bien assez de choses sur la littérature à mesure qu'elle s'écrivait. Et le hasard a fait qu'après, nous nous sommes rencontrés. Et je suis allé pendant plus de 15 ans, jusqu'à sa mort. Je l'ai vu encore 2 mois avant sa mort, en octobre 2007, dans son ermitage fluvial de Saint-Florent-le-Vieil. Donc c'est quelqu'un... C'est pour ça que je vous raconte cela, parce que ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure et à ces figures importantes dans mon livre. Je n'étais pas loin de le considérer comme mon 3e grand-père, c'est-à-dire mon grand-père littéraire, si vous voulez, les autres n'étant pas les littéraires, ce qui n'est pas un reproche que je leur fais, c'est pas parce qu'on est littéraire qu'on n'a pas de droit d'existence. Mais lui, c'était véritablement le grand-père écrivain que je n'avais pas eu. Mes grands-pères étaient de 1902, 1903, Julien Gracq était de 1910, c'est-à-dire qu'il avait exactement l'âge de ma grand-mère Anna, qui est aussi présente dans le livre. Et ce qui était aussi évidemment très plaisant chez Gracq, que j'avais longtemps imaginé comme un homme assez inaccessible, comme un homme très mystérieux, très secret, qui ne recevait personne, qui ne voyait personne, alors qu'on se rendait compte qu'en fait il était au courant de tout et qu'il recevait un peu plus de visites que ce que l'on pouvait imaginer ou ce que l'on pouvait penser. Et il racontait aussi beaucoup. Il y avait aussi une puissance du récit. Ça, c'est ici, je crois, très important dans ce livre. Vous parliez tout à l'heure de la transmission, mais une des modalités, si j'ose dire, de la transmission, c'est le récit, c'est la puissance du récit. Moi, je crois fondamentalement au récit. Je dirais presque que je place le récit au-dessus de l'analyse. Toute la tradition universitaire française repose sur l'analyse. On dissèque, on découpe, on fait des explications de texte. Voilà. Alors que le récit, pour moi, livre peut-être encore plus que la dissection, que l'exercice rationnel, etc. Et Gracq racontait beaucoup, et je me retrouvais d'ailleurs dans la pénombre du salon de Saint-Florent-le-Vieil. J'allais souvent le voir à l'automne, à l'écouter, et très souvent d'ailleurs il me disait « mais je vous ai déjà raconté cela ». Et un peu comme j'avais fait avec mon grand-père paternel en des temps antérieurs, je disais non. Et je voulais le réentendre parler. Si vous voulez, j'adorais l'entendre parler d'André Breton, j'adorais l'entendre parler de Georges Pompidou, j'adorais l'entendre parler de José Corti, de ses années à Quimper, de sa captivité, de l'expérience dans le Boulonnais qu'il transforme après dans un balcon en forêt. Donc voilà, je l'écoutais de la même façon, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette puissance aussi du récit et de ces figures qui sont des figures d'autorité ou des figures octoriales, des figures d'enchanteurs que j'ai toujours admirées. Alors, à travers la littérature, c'est aussi un roman, enfin en tout cas cette partie, parce qu'en fait c'est un roman qui est le premier d'un triptyque, qui aura donc 2 autres villes comme point de départ, ou en tout cas de figures, figures romanesques. Ce sera Paris et Rome. Je voulais, si vous voulez, oui, effectivement, d'abord, je n'avais pas du tout l'idée d'aller à Paris ou à Rome, de traiter Paris et Rome quand j'ai écrit ce Brest. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être là quelque chose, en fait, d'un triptyque que je pourrais faire et qui pourrait justement être une sorte d'autoportrait, vous voyez, parce que c'est un portrait de ville qui confine à l'autoportrait, où il y a quand même des éléments, un certain nombre d'éléments relevant de l'autobiographique. Et je voulais peut-être prendre, voilà, je suis peut-être à une phase un peu testamentaire de ma vie, donc je me disais, je vais prendre des figures ou des visages importants
de mon parcours. Évidemment, le finistérien. Dans Brest, Paris, ce sera évidemment plutôt l'écrivain. Et Rome, si je vais jusque-là, ce sera plutôt le chrétien. Donc je voulais aussi que tous ces aspects, si vous voulez, fussent présents. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je conçois ce triptyque. Mais par exemple, le livre sur Brest, il n'y a pas la moindre ligne qui soit écrite aujourd'hui. De la même façon que lorsque j'ai publié le Testament breton il y a 2 ans, je ne savais pas du tout que j'écrirais un livre sur Brest. C'est lorsque je suis allé le présenter à la librairie Dialogue à Brest que le matin, je me suis promené dans Brest, ville que je connais par cœur, mais là, dans la lumière d'avril ou de mai, il faisait assez frais, la lumière était très belle. Et c'est là que j'ai eu cette idée, en me disant, et si je faisais enfin ce livre sur Brest, parce que j'avais sans doute, la chose m'avait effleuré, ou j'avais une tentation, mais c'était des tentations un peu, je dirais, un peu éparses, voyez-vous. Et là, je me suis dit, non, je vais le faire. Et j'ai commencé le livre à l'automne qui a suivi cette émotion que j'avais ressentie, et que j'ai ressenti d'ailleurs de nouveau l'été suivant. Je crois que je raconte d'ailleurs la scène dans le livre, lorsque j'entre dans cette église Saint-Louis de Brest, qui pour moi est une église, très très belle église, alors que souvent d'ailleurs un certain nombre de mes lecteurs ou de mes amis s'étonnent que je puisse aimer cette église qui pour eux est une espèce de halle bétonnée. Elle a un peu ce côté-là, hein, il faut bien l'avouer. Elle est immense, c'est une sorte de cathédrale. Elle a presque les proportions de la cathédrale de Quimper, parce que la préfecture et l'évêché sont à Quimper et pas à Brest. Mais cette église est située une dizaine de mètres au-dessus de la première église. Et moi, ma grand-mère maternelle, Marie, dont vous parliez tout à l'heure, allait à la messe là, et donc je voulais justement, c'est ce qui fait un petit peu aussi peut-être une dimension un peu proustienne dans le livre. On a cité des écrivains, mais Proust, le narrateur, le monsieur qui dit « je » du côté de chez Swann, rêve de voir les sources de la Vivonne, qu'il imagine d'ailleurs comme dans les enfers. Et moi, je me suis pris à imaginer cette crypte, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une salle souterraine, une crypte, et que je voulais aussi visiter, et que je vois d'ailleurs à la fin du livre, parce que là, à ce moment-là, bon, c'est assez décevant d'ailleurs, mais les sources de la Vivonne étaient elles-mêmes décevantes, on voit finalement le sol de ce qui était l'église Saint-Louis, d'ailleurs la première, parce que tout a été remonté d'une dizaine de mètres, puisque à la fois, je disais, il n'y a pas que le tracé des rues qui a été modifié, les dénivellations ont été comblées, la topographie, la configuration de la ville ont été changées, mais de façon radicale, si vous voulez, par ces urbanistes qui étaient assez terribles, en fait, qui disaient, voilà, il faut... les gens pleuraient en disant, mais vous n'allez pas encore nous arracher nos murs, ah mais si, tout ça est terminé, et d'ailleurs, c'est l'opposition qui a d'ailleurs avec Saint-Malo. Saint-Malo a été reconstruit à l'identique, alors que Brest a été totalement ravagé, qu'on a fait pour créer, si vous voulez, une rue de Siam, dont le seul nom fait rêver, qui eut 22 mètres de large, il fallait évidemment déblayer toutes sortes de maisons, etc. Et donc ces pauvres Brestois qui avaient déjà vécu les horreurs de la guerre, ce siège, on leur disait, mais finalement, écoutez, c'est terminé, maintenant vous quittez cela, vous aurez autre chose, et c'est terrible. Et moi, j'ai essayé de ressentir cela. Et le général de Gaulle, quand il vient, Dieu sait si... J'ai une forte admiration pour le général. On dit au général, ça va être la ville qui va exalter l'État, qui va exalter la marine, ça va être la ville tournée vers l'Amérique, la puissance de la France, etc. Donc le général ne peut être qu'exalté et séduit par ce qu'on lui dit. Mais bon, après, au total, voilà cette ville que l'on va trouver, qui est très, très étonnante d'une certaine manière, parce qu'elle est tout à fait singulière. Et quand on regarde les bâtiments publics, à savoir l'hôtel de ville, la Banque de France, la Poste, quelques lieux comme ça tient presque des palais soviétiques, hein, il faut bien le dire. Moi, j'ai toujours imaginé, un peu comme au Havre d'ailleurs, qu'on allait voir apparaître au balcon un dictateur façon Ceausescu qui viendrait là haranguer les foules, parce que la place de la Liberté a un peu ce côté-là, il faut bien dire. D'ailleurs, place de la Liberté, bon, bien que la ville quand même fut pendant très longtemps aux mains de la droite modérée et centriste. La gauche est arrivée bien après, en 77. Alors justement, cette ville a un fort pouvoir d'attraction, parce que tout au long de votre ville, en fait, de votre livre, pardon, c'est vraiment des allers-retours incessants
vous, mais aussi les personnages de votre roman, de ceux qui partent, qui restent, et puis qui repartent, qui vont ailleurs, loin, et qui reviennent toujours. C'est quelque chose de très, très, très fort dans ce roman. C'est vraiment le point de départ. Et en fait, il y a toujours cette... vous parliez de la ville sous la ville, mais il y a aussi ces racines ancestrales. On est très frappé par le côté extrêmement c'est le tropisme, breton, si vous voulez, celtique. Le tropisme de ces Finistériens, qui ne sont bien que chez eux finalement, et qui partaient... Une espèce de nostalgie, en fait. Une nostalgie terrible, et qui partait toujours sur le mode de l'arrachement, même quand ils venaient à Paris, etc. Ou à Rennes. Ou à Rennes pour survivre. Ils gardaient toujours cette puissante nostalgie et ce retour aux sources. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire finalement? Rentrer. Et quand ils rentraient, d'ailleurs, ils rentraient dans leur village natal, et c'est là qu'ils construisaient une maison pour leur retraite. C'est exactement ce qu'avaient fait mes grands-parents, par exemple. Donc il y avait toujours ce désir de revenir là, parce que et Hélène, d'une certaine manière, en choisissant un mari d'origine brestoise, mettait ses pas dans ce modèle aussi, se conformait à ce modèle en se disant, voilà, je suis une fille de l'Ouest, ça c'est véritablement quelque chose qui est tout à fait important. Alors effectivement, que le tuf celtique ou le tuf breton soit présent dans le livre, ça me paraît inévitable, parce que voilà, la mer, le large, la mer, la forêt, la mer et l'ailleurs, on peut décliner à l'infini toutes ces thématiques qui ne sont pas des fioritures ou de la littérature, qui sont la vie et qui sont ce que l'on ressent, si vous voulez. Moi, quand j'étais l'autre jour chez Dialogue à Brest, où je présentais le livre, il y avait cette espèce de communion et de chauvinisme, d'ailleurs, qui est assez touchant, parce que voilà, et puis alors, le fait que Brest soit maintenant en lettres rouges sur la prestigieuse couverture blanche de Gallimard, alors ça les excite au plus haut point. Ils sont flattés, ils sont fiers. Et moi, je suis aussi fier et flatté. C'est-à-dire, je l'ai fait à dessein. C'est pour ça que j'ai souhaité que le nom de Brest, il y avait déjà querelle de Brest chez Gallimard, mais maintenant il y a aussi Brest, de Brume et de Feu. Et donc c'est ça qui est aussi tout à fait important, c'est-à-dire que le nom de cette ville, c'est un nom qui est un nom rude aussi, qui est aussi rude et aussi minéral que cette ville exposée au large, aux tempêtes, au vent, aux mouettes, à tout ce qu'on veut. C'est aussi le roman d'une génération, votre génération, une génération qui se cherche, qui a soif, et moi qui est une génération que j'ai découverte mieux aussi à travers cette quête. La littérature est vraiment une quête qui en fait sublime beaucoup les personnages. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'absolu en fait qui est possible et qui leur fait rendre possible de vivre des choses compliquées ou franches. Oui, ça, si vous voulez, j'ai ressenti cela. C'est une sorte de foi. C'est de cet ordre, évidemment. Pas tout à fait pareil, je mettrais quand même l'espérance chrétienne au-dessus de la littérature. Mais la littérature, oui, il y avait quelque chose de l'ordre de l'incarnation de la foi. Et moi, quand j'entre en Hippocagne, à Rennes, justement, je suis décidé à vouer ma vie à la littérature. Et je ne suis pas sûr que d'ailleurs mes contemporains soient aussi piqués, si j'ose dire, que moi. J'ai l'impression qu'ils seront là, ils font ça, ils font de la littérature, j'aurais pu faire de l'histoire. Mais moi, je suis déjà un servant de la littérature. Je suis déjà dans cette conception, si vous voulez, presque sacerdotale de la littérature, qui ne m'a jamais quitté. Et c'est donc dans cet état d'esprit aussi que j'écris ce livre. Si vous voulez, quand je fais ce retour à Mont, parfois douloureux d'ailleurs, en allant chercher des souvenirs, ou des souvenirs qui viennent, mais quand ils viennent, je les affronte. C'est parce que j'estime aussi que d'une certaine manière, on doit la vérité à la littérature. Tout est histoire de masques, histoire de les gens se cherchent ou se cachent, etc. La littérature est le lieu de la vérité, ou doit être le lieu de la vérité, ou doit s'approcher de la vérité. Et quand vous dites effectivement portrait d'une génération, moi, je suis très, 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 dans mes écrits, dans mes autres livres, je suis toujours très habité aussi par l'histoire, avec un grand H. C'est-à-dire que j'aime que les cheminements des personnages se déroulent sur un arrière-fond historique, si vous voulez. C'est pour ça que, en particulier, je suis, moi, nommé professeur à Brest en 1981. Très peu de temps après le fameux 10 mai, pour reprendre la prononciation du président Mitterrand, c'est toujours le 10 mai. Et évidemment, je ne pouvais que me souvenir de cette exaltation. À la faveur de la mort de Robert Badinter, par exemple, et je m'en souvenais, mais je ne l'ai pas dit dans le livre, parce que j'ai découvert que j'avais fait mon premier cours le 17 septembre 1980, c'est-à-dire le jour même où il faisait voter à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort. Donc j'étais aussi dans le 24 septembre, je me vois encore Mitterrand annonçant
évidemment, qu'il a fait faire un grand musée du Louvre, etc. Donc j'ai remis aussi tous ces personnages parce que je trouvais il était nécessaire. Ils ne sont pas présents, je ne les ai pas vus à Brest, mais ils donnent une sorte de scansion historique aussi à mon livre. Et cette génération, c'est une génération qui vous a suivi. Est-ce que c'est érodé? Vous dites que vous êtes habité par... la littérature pour vous est un sacerdoce. Cette pureté de la jeunesse, de l'élan premier, vous le partagez j'ai toujours? suscité quelques vocations. Ah, tant mieux. Oui, j'ai suscité. J'étais très longtemps professeur, j'ai été très longtemps inspecteur général, etc. Et j'ai rencontré, si vous voulez, alors je ne les avais pas forcément tous formés, mais j'ai rencontré des jeunes femmes et des jeunes gens d'une extrême qualité qui étaient extrêmement habités par la littérature. C'est pour ça que je n'ai jamais entonné le discours décliniste qui consiste à dire tout le monde est nul, etc. Bon, non, il y a véritablement des gens qui sont encore d'extrême qualité, d'un grand dévouement, habité par la littérature et la passion d'enseigner, parce que ce n'est pas forcément la même chose qu'on disait tout à l'heure. Et vous repreniez tout à l'heure, vous citiez cette formule, c'est pour ça que moi je ne dis jamais prof. Je déteste ça. Je trouve que dire prof, c'est consentir au déclassement de cette noble fonction. Moi je dis un professeur. Que faisiez-vous? Tu étais professeur. Pas prof, les profs, sales profs, avec ta tête de prof, ils mènent une vie de prof, alors c'est la Maïf et la Cabif, etc. Donc on voit tout de suite ce qu'il y a derrière, et je n'aime pas ça du tout. Professeur, oui, un professeur. De la même façon, je ne pense pas que pour revaloriser la fonction d'instituteur, que je trouve aussi magnifique, il était nécessaire d'aller chercher professeur des écoles, parce que professeur des écoles, c'est moins que professeur de lycée, quoi. Vous voyez, donc professeur, instituteur, vous voyez, c'était aussi très, très beau. Moi, je suis très sensible à la langue, par ma vie, mon travail, mes préoccupations, mes hantises, mes obsessions. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de dire. Mais vous voyez, ces termes sont extrêmement importants pour moi. Je crois que le langage, la langue, doit être absolument défendue. Et qui peut véritablement la défendre, sinon l'écrivain. Si vous voulez, quand il est au travail, justement, il a cette mission, qui est pour moi une mission symboliquement importante. Il y a un fil rouge aussi dans ce roman qui est très beau, qui est un peu évanescent mais qui est très présent, parce que c'est une autre ville que vous évoquez avec beaucoup d'amitié, d'amour, même de fascination, c'est Venise. Oui. Ville d'eau, elle aussi, oui. Particulière, différente de Brest. C'est un peu plus belle peut-être, oui, je vous l'accorde. Oui. Parce que, d'abord, si vous voulez, ça c'était moi je n'avais pas la chose ne m'avait pas marqué, ne m'avait pas frappé. Elle avait frappé Hélène, qui était aussi une grande admiratrice de l'œuvre de Genet, et qui avait vu que effectivement dans Querelle de Brest, Genet dit au début, en faisant le portrait de la ville, que la lumière est une lumière vénitienne et que les micas des granits brillent, etc. Et donc il établit un parallèle. Alors les hasards de la vie affréquent. Après, je suis allé à Venise, etc. J'ai été fasciné par la beauté de Venise. Je n'ai pas forcément vu de côté brestois. S'il y a un lien, c'est peut-être, si vous voulez, que c'est aussi une ville avec la présence de la mer, la rade pour Brest et la lagune pour Venise, mais la lumière est humide. La lumière est mouillée, si vous voulez. Il y a quelque chose d'une vibratilité de la lumière. Pas pour rien que Turner a beaucoup peint, parce que la lumière vénitienne est quelque chose de fabuleux. On n'a pas d'aussi grands peintres brestois, et c'est un tort. Mais la lumière brestoise aussi est très, très, très belle. Et donc, effectivement, j'ai joué de ce diptyque. Alors, Venise est aussi présente dans le livre, mais évidemment à l'arrière-plan. Et bon, Venise a tout à fait une vie de labyrinthe, ce que Brest n'est pas. En fait, Brest n'est plus une ville labyrinthe. Brest, avant, était une ville labyrinthe avec des zones interdites, le port, etc. Et c'est ça aussi, si vous voulez, que j'évoque. D'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout géographe, urbaniste, etc. Mais l'évolution de la vie des villes dans le temps est assez fascinante. Moi, quand j'étais jeune professeur à Brest en 1981, s'aventurer au port était du dernier danger. Il fallait presque être un peu racaille pour aller au port. C'est ce que vous dites. Oui. C'est un port. Et je me souviens que, par exemple, il y avait une inspectrice d'académie qui a fait ma carrière, qui était venue m'inspecter à Brest, etc. Elle m'avait raconté dans une conversation un peu plus privée que nous avions eue après, qu'elle adorait aller boire des bières au port. Et j'avais presque vu en elle une espèce d'aventurière. Je dis, comment une inspectrice d'académie descend comme ça boire des bières au port. Elle va s'encanailler au port. C'était une baroudeuse, donc elle en avait vu d'autres. Et
Aujourd'hui, si vous voulez, la ville a changé, parce que d'abord le port est devenu dernier chic, la marine a laissé des terrains, il y a plein de restaurants, plein de bars, et la vie urbaine de Brest est au port. Alors que si vous vous promenez, par exemple, à 19h dans la semaine, ou même, et encore plus le dimanche, et même l'été, ce qu'on appellera, si vous voulez, pour des commodités, la ville américaine, c'est-à-dire la ville reconstruite, est vide. Il n'y a personne. Donc la vraie vie est ailleurs. Il y a des boutiques, il y a beaucoup de boutiques fermées d'ailleurs, et la vie est au port. Donc la vie change, les lieux de vie changent, ne sont plus les mêmes. Mais je trouve que, vous voyez, Brest, par exemple, commence à avoir aujourd'hui, alors je n'ai pas traité ça dans le livre, je n'avais pas à le faire, mais commence à avoir quand même conscience aussi de la beauté et de l'originalité de ce patrimoine. Et quand je dis ce patrimoine, j'entends le patrimoine de la reconstruction. Par exemple, quand je suis allé là, il y a 15 jours, je suis allé dîner après au Continental, qui est un lieu important du livre, ce Continental qui après a été fermé 25 ou 30 ans, le Continental a été refait, l'hôtel est refait, etc., et plutôt pas mal refait. Il y a par exemple un cinéma-théâtre, le Comédia, où moi je m'étais aventuré avec des élèves, je crois, il y a 40 ans, qui a été longtemps fermé, qui a été réhabilité, qui est devenu une galerie, un centre d'art, qui a été magnifiquement réhabilité, c'est très très beau. Et donc vous voyez, je trouve que les uns ou les autres ont conscience de la richesse de ce patrimoine. J'espère qu'il en sera de même pour l'église Saint-Louis, à la nuance près que j'évoque dans le livre, c'est que le béton de la reconstruction est un béton malade, puisqu'il comportait beaucoup de sable, et de sable évidemment de mer, et que ce sable de mer ronge les structures métalliques qu'il y a dans le béton. Je parlais de Venise parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'ancienne Brest avait ce parfum d'Orient qu'à Venise, toujours. Tout à fait, bien sûr. Oui. Mais c'est pas pour rien, les ambassadeurs du Siam, justement, la rue de Siam. La rue de Siam.